Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir, mais je ne suis pas étonné compte tenu de la personnalité et de la qualité de notre conférencier. Alors j'ai fait beaucoup de choses inutiles dans mon existence, mais présenter Guy Millière sera sans doute la chose la plus inutile qui soit. Mais pour autant, ça ne sera pas une chose désagréable. Voilà. Il faut lier l'inutile à l'agréable. Alors, parmi tous les défauts dont notre créateur m'a affublé, j'en ai pas eu un, il y en a un que j'ai pas eu, c'est la flagornerie. Donc ce que je vais dire à propos de Guy, ça n'est pas parce que c'est notre conférencier de ce soir, c'est parce que c'est quelqu'un, c'est un ami, bien entendu. C'est un ami personnel, c'est un ami de France Israël, c'est un membre de France Israël, c'est un membre du comité directeur de France Israël. Mais c'est aussi, et surtout, je l'ai déjà dit, je le considère comme un nouveau juste. C'est-à-dire qu'il y a eu des justes qui se sont illustrés à l'égard des Juifs pendant la guerre, et puis aujourd'hui, dans des conditions intellectuelles tout aussi difficiles, dans des conditions de confort difficiles, qui peuvent amener une sorte de mort au moins civile, au moins sociale, parmi tous ceux qui, et avec brio, pas seulement avec courage, et avec brio, défendent avec opiniâtreté l'existence et la sécurité de l'État d'Israël en France. Et en langue française, si on m'interroge, et quand on m'interroge, immédiatement, le nom qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le nom de Guy Millière. Alors, ça n'est pas seulement un défenseur de l'État d'Israël, mais c'est aussi, et cela va sans dire parce que les choses sont inextricablement liées. C'est un défenseur de la liberté, c'est un défenseur de l'humanité, c'est un défenseur de l'occidentalité dans son acception la plus noble au plan civilisationnel. Donc, et son combat est le mien, il est le nôtre. Et en même temps que je vous ai dit tout ça, c'est en même temps un merveilleux auteur d'une richesse et d'une prodigalité qui confine à l'exploit. Je ne compte plus, ou quand je veux m'endormir le soir, je compte les livres, je tente de compter les livres que Guy Millière a. Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et puis aussi, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est que lorsqu'on lit Guy, sur le moment, on peut être surpris, on peut s'étonner de son argumentation, on peut même penser qu'il a tort, et avec le recul, eh bien on s'aperçoit le plus souvent qu'il a eu raison. Les deux exemples qui me viennent à l'esprit, et croyez-moi, ça n'a rien d'exhaustif, c'est lorsqu'il a prédit que Bush gagnerait, je parle de 2004, alors que tout le monde riait, mais vraiment riait à gorge déployée. Il l'a dit, il l'a écrit, au risque de se ridiculiser, et il a eu raison. Un autre moment où il était difficile d'écrire ce qui va suivre sans générer des quolibets dont l'idéologie dominante est assez peu avaricieuse, c'est lorsque, après que les Américains aient envahi et occupé l'Irak, et que le terrorisme ait sévi en Irak, et avant que Petraeus ait finalement gagné la guerre, Guy Millière a été le seul
le seul à écrire que finalement les Américains, militairement, l'emporteraient dans le cadre d'un combat qui paraissait ingagnable, sous prétexte qu'on ne gagne pas la guerre contre le terrorisme, ou contre une population, et tout ce qui se dit de défaitiste à longueur de colonne en Occident en général, en France et à Paris en particulier. Donc pour toutes ces raisons, je suis vraiment à chaque fois ravi d'inviter et d'entendre Guy Millière, que vous allez applaudir évidemment avec spontanéité. Voilà. Merci infiniment pour tous ces mots qui me touchent beaucoup. Et je sais que tu les penses et ça me touche d'autant plus. Je suis donc très heureux d'être parmi vous ce soir et je peux ajouter à la liste que William vient de donner une autre chose, c'est que quand Barack Obama a été élu, on était en pleine Obamania dans l'ensemble de la presse française et même lorsque je faisais des conférences, on était à l'époque, je crois, pour l'UPJF, on me disait, mais non, vous exagérez, il ne va pas être comme ça. Ben si, il est comme ça, et non seulement il est comme ça, mais il va encore plus loin que ce que je m'attendais à le voir faire. C'est-à-dire qu'à la limite, si je me suis trompé, c'est en ne lui attribuant pas autant de maléfices que ceux qu'il a accomplis. Je disais qu'il serait pire que Carter, mais maintenant Carter est très très loin derrière lui, ça n'est rien du tout à côté de ce que Barack Obama a accompli. Donc l'objet de cette conférence, au départ, la première partie, c'est une partie de ses accomplissements. En l'occurrence, ce qui se passe au Proche-Orient. Alors concrètement, ce qui se passe au Proche-Orient, dès que cela a commencé, et là aussi sur ce plan, j'ai lu pas mal de choses assez délirantes qui me parlaient, le printemps arabe, ça allait être la démocratie dans toute la région, ça allait être merveilleux. Bon, j'ai tout de suite dit, maintenant l'expression je la vois un petit peu partout, que ce serait un hiver islamique. Je dirais que nous sommes dans cet hiver islamique, et cet hiver islamique va s'approfondir et s'apesantir au cours des mois à venir. Je dirais que ce n'est qu'un commencement, et je vais expliquer pourquoi je pense que ce n'est qu'un commencement. Mais avant d'expliquer pourquoi ce n'est qu'un commencement, il importe de récapituler les épisodes précédents. Je dirais que, je vais le faire assez rapidement, rassurez-vous, mais si l'on veut reprendre les choses depuis le commencement, je dirais que le basculement s'opère dès le moment où Barack Obama rentre en fonction. Quel est le premier geste que Barack Obama a fait en rentrant en fonction? Beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué, c'est de téléphoner à Mahmoud Abbas, et non seulement de téléphoner à Mahmoud Abbas, mais de le faire savoir immédiatement par le porte-parole de la Maison-Blanche. Donc le premier, entre guillemets, parce que je mets des gros guillemets dans ce cas-là, le premier chef d'État que Barack Obama contacte, c'est Mahmoud Abbas. Et il le fait savoir très clairement. Ensuite, on suivit un voyage à Ankara, dans lequel Barack Obama a délivré une forme de feu vert à Recep Tayyip Erdogan de façon à ce que la Turquie se sente libre d'aller dans la direction qu'elle a suivie, et elle a suivi assez rapidement le mouvement puisqu'il y a eu après l'épisode sinistre du Mavi Marmara, et puis ensuite il y a eu le fameux discours du Caire. Et quand j'ai commenté à l'époque le discours du Caire, beaucoup de gens me disaient mais c'est pas vrai, il n'a pas pu dire cela, et il a fallu que je leur mette le texte sous les yeux. Et pourquoi est-ce que j'ai dû le mettre sous leurs yeux? Parce que la version qui a été présentée dans la presse française, c'était une version expurgée, comme il y a des livres expurgés. C'est-à-dire que certains passages du discours du Caire n'ont jamais été présentés au public français. Le discours du Caire, c'est un discours dans lequel Barack Obama fait acte de soumission à l'islam, et pas à un islam modéré, pas à un islam qui évoluerait, non, à un islam radical. Son discours est imprégné de cette dimension, et je dirais que ce n'est pas un hasard quand on sait, parce qu'il y a toujours des speechwriters à la Maison-Blanche, que l'un des speechwriters du discours de Barack Obama au Caire
est celui qui a voulu construire une mosquée, excusez-moi, un centre islamique sur le site de Ground Zero. Donc il a pris quelqu'un de très bien pour écrire ce discours. Alors ce que je viens de vous dire, ça n'est jamais dit en France, mais c'est une réalité. Donc il y a un choix des speechwriters qui est intéressant à constater. Et quand Barack Obama après a dit « mais il n'y a rien contre le fait qu'on construise une mosquée à Ground Zero », il savait de qui il parlait, parce qu'il savait, il connaissait bien celui qui avait le projet de construire cette mosquée. Dans ce même discours, le discours qui est tenu concernant Israël et concernant le conflit israélo-arabe est un discours qui reflète strictement le discours que l'on voit dans les médias palestiniens, entre guillemets. Donc il y a eu un alignement complet de la position de Barack Obama sur cette position dans son discours du Caire, et tout était tout à fait clair. Et il y a deux points qu'on n'a pas beaucoup remarqués à l'occasion de ce discours du Caire, c'est que Barack Obama, d'une part, a tenu à inviter des représentants des frères musulmans dans la salle et en faire des invités d'honneur, et deuxièmement, que Barack Obama a parlé au monde musulman, donc à la Oumma, à la communauté des croyants. Et sur ce plan, Hosni Moubarak et son entourage avaient dit, vous vous adressez au peuple égyptien, vous êtes en Égypte, adressez-vous au peuple égyptien et parlez de l'Égypte. Non, il ne l'a pas fait, il a parlé à la Oumma, à la communauté des croyants, par-dessus la tête de Moubarak, et on a vu les conséquences que cela a eu un petit peu plus tard. Donc ensuite, les épisodes qui ont suivi sont assez connus, hélas, mais on a tendance à dire que le commencement du basculement s'est opéré en Tunisie. En fait, le commencement du basculement, il a commencé avant la Tunisie, lorsque Saad Hariri a été renversé par une forme de coup d'État intérieur au Liban. Et Saad Hariri a été renversé par des factions qui étaient proches du Hezbollah, et le Premier ministre libanais maintenant est un proche du Hezbollah, au moment où il était en visite à Washington. Donc Saad Hariri est à Washington, dans le bureau de Barack Obama, et en même temps, il est renversé au Liban. Que dit Barack Obama par rapport au fait qu'on renverse celui qui est son invité à la Maison-Blanche? Rien du tout. Il reconnaît le nouveau gouvernement libanais, et donc Saad Hariri a fait un voyage à Washington pendant lequel il était Premier ministre du Liban, et il est retourné simple citoyen libanais. Bon, c'est un épisode qui me paraît significatif. Obama n'a strictement rien dit à ce sujet, comme il n'avait rien dit d'ailleurs quand on a réprimé les manifestations en Iran. Il a attendu que cela se passe, et puis une fois que c'est passé, eh bien, il a renouvelé sa main tendue vis-à-vis de Mahmoud Ahmadinejad et de Khamenei. Bon, donc, le premier épisode, c'est ce qui s'est passé au Liban. Et les autres épisodes ont été tout à fait clairs. En Tunisie, il y a eu le renversement de Ben Ali et des pressions qui ont été faites sur Ben Ali pour qu'il s'en aille, et sur l'armée pour que l'armée prenne le pouvoir et assure une transition. La transition, on en voit les résultats, ils étaient tout à fait prévisibles. Il y a des gens qui sont surpris maintenant de voir que le parti Al-Nada a eu 40% des voix et que c'est devenu le parti incontournable. Je trouve l'ignorance ou l'aveuglement volontaire de certains journalistes pathétique, pour ne pas dire davantage. Si vous regardez la situation sociale en Tunisie, et si vous vous intéressez aux médias, par exemple, vous voyez que la chaîne de télévision la plus regardée depuis des années en Tunisie, c'est la chaîne Al Jazeera. Si vous regardez les programmes de Al Jazeera en arabe, c'est pire qu'en anglais, mais en anglais c'est pas mal aussi, vous ne pouvez pas dire que c'est une chaîne qui est favorable à la modération, à la démocratie et à un rapprochement avec le monde occidental. Donc quand vous avez une population qui en majorité regarde Al Jazeera, vous avez une population qui est sensible au discours islamiste. Et donc vous avez les résultats aujourd'hui. Donc il n'y avait rien de surprenant dans ce qui s'est passé dans les semaines qui viennent de s'écouler. Pour ce qui concerne l'Égypte, vous aviez le même type de situation en pire. C'est-à-dire qu'il était évident qu'à partir du moment où les États-Unis lâchaient Hosni Moubarak, vous auriez un glissement du pays vers l'islam radical et vers la prise de pouvoir par des islamistes. Et quand vous regardez le résultat des élections, là, vous avez effectivement une situation qui est pire que celle que vous avez en Tunisie.
puisque le parti les frères musulmans ont eu à peu près 40% des voix, mais vous devez ajouter à ces 40% des voix 25% de voix qui sont allées à un mouvement salafiste totalitaire, très clairement. Un mouvement qui veut instaurer la charia, couper les mains des voleurs, déclarer la guerre à Israël si possible, et qui veut, ce qui va sans doute renforcer la position du tourisme égyptien, interdire la musique, la danse, l'alcool, j'en passe et des meilleurs. Bon, donc à la limite, si vous voulez aller faire une cure d'austérité, vous pouvez aller dans des clubs de vacances égyptiens, mais pour le reste, ça sera extrêmement difficile. Les femmes vont peut-être adopter ce qui, dans les pays islamiques, est censé remplacer le bikini, le burkini, cette espèce de burqa qui permet d'aller dans le... Bon, en dehors de ça, je crois que les clubs de vacances égyptiens vont souffrir. Bon, ben, je reviendrai sur l'aspect économique dans un instant. Mais en tout cas, bon, l'Égypte est un pays qui est complètement en train de basculer. Et ça n'était pas du tout inéluctable. Je dirais que l'Arabie Saoudite, par exemple, disait attention, si vous laissez faire cela, on va aller vers un glissement extrêmement grave. Et je dirais qu'à partir du moment où les États-Unis ont abandonné Hosni Moubarak, vous avez une défiance généralisée dans l'ensemble du monde sunnite vis-à-vis des États-Unis. Et cette défiance, elle est là, elle est installée, il va être très difficile de revenir dessus. Si vous regardez la suite des choses, eh bien, elle est en train de s'écrire. Au Yémen, le président Saleh a quitté le pays. Le Yémen est en proie à une guerre civile. Et ceux qui ont les plus fortes chances de gagner dans cette guerre, ce sont les frères musulmans et c'est des factions d'Al-Qaïda. Si vous regardez ce qui s'est passé en Libye, et sur ce plan, là aussi, la presse française a été enthousiaste. Elle était d'autant plus enthousiaste que la France jouait le chef de file des supplétifs du Qatar. Parce que c'est le Qatar qui a mené les opérations. Donc l'armée française a servi d'armée supplétive au Qatar, ce qui est une position intéressante à noter. J'aurai l'occasion de revenir sur le Qatar dans un instant. Bon, mais en Libye, il était évident aussi que ceux qui allaient prendre le pouvoir étaient des islamistes, et les islamistes des tendances les plus dures. Pourquoi est-ce que c'était évident? Parce qu'il suffisait d'aller à Benghazi, mais de ne pas y aller en touriste comme ça pendant 5 minutes, comme l'a fait Bernard-Henri Lévy, qui aurait mieux fait ce jour-là de rester chez lui. Il aurait mieux valu regarder ce qu'il y avait sur les murs de Benghazi. Et si Bernard-Henri Lévy s'était promené dans les rues de Benghazi, ce qu'il n'a pas pris le temps de faire apparemment, il aurait vu des caricatures antisémites partout. Qu'est-ce qu'on reprochait à Kadhafi, Benghazi? Non pas à la dictature, parce que ces gens-là, la dictature ne les dérange pas. Il faut regarder les choses en face. Ce qui les dérangeait, c'est que Kadhafi s'était rapproché du monde occidental. Et que Kadhafi avait tenu un discours plein de mansuétude vis-à-vis d'Israël. Donc quelle était l'accusation qui avait suivi? Kadhafi est juif. Et vous aviez des caricatures antisémites partout. Vous aviez des caricatures montrant Kadhafi comme un juif avec l'étoile de David, en singe, en tout ce que vous pouvez imaginer, sur tous les murs de Benghazi. Et ça, apparemment, Bernard-Henri Lévy et d'autres gens, d'ailleurs, ne l'ont pas vu. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne l'a pas vu non plus, apparemment. Bon. Donc, on pouvait savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, vous avez effectivement en Libye un gouvernement islamiste avec des gens qui ont les armes et qui sont des gens qui sont liés à Al-Qaïda, qui sont des anciens d'Al-Qaïda et qui ont des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis, vous avez eu un pillage des arsenaux de Kadhafi qui font que vous avez des missiles sol-air, on en a à peu près 10 000, qui sont dans la nature et qui ne vont pas être perdus pour tout le monde. On en a retrouvé dans le Sinaï, on en a retrouvé à Gaza, et les gardes révolutionnaires, les gardiens de la révolution iranienne dont monsieur parlait tout à l'heure, sont des gens qui sont venus se servir dans les arsenaux libyens. Et ça fait partie des choses que l'on n'a pas dites non plus. Comme il y a une information qui est passée quasiment inaperçue, j'étais l'un des seuls à en parler, c'est qu'on a retrouvé dans le désert libyen des barils remplis de yellow cake. Le yellow cake, c'est pas un gâteau, hein, c'est comme vous le savez, je pense, c'est du combustible nucléaire. Et parmi les gens qui sont venus se servir de ce combustible nucléaire, vous avez aussi des Iraniens, comme par hasard. Donc, concrètement, vous avez tout un basculement qui est enclenché dans cette région, qui a débouché sur des pressions sur le gouvernement marocain pour qu'il organise des élections. Et à ces élections, vous avez vu le résultat, 40% pour les frères musulmans, enfin un parti qui s'appelle le Parti de la Justice et du Développement, qui est en fait le nom local de la succursale des frères musulmans.
Donc concrètement, ce basculement est un basculement qui a pris les régimes sunnites par surprise. Au début, ce basculement a été exploité par l'Iran. Et maintenant, ce basculement n'est plus complètement exploité par l'Iran. L'Arabie Saoudite, qui a délégué un certain nombre de choses au Qatar, fait tout pour qu'il y ait une contre-offensive sunnite. Et donc actuellement, vous avez dans cet hiver islamique un clivage entre d'un côté l'Iran chiite, qui essaie de constituer un axe qui irait de Téhéran jusqu'à Beyrouth en passant par Bagdad et Damas. À Damas, les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui, donc cet axe n'est pas complètement assuré. Et si les choses ne sont pas complètement assurées, c'est que vous avez une contre-offensive qui s'est dessinée, qui est une contre-offensive sunnite, qui est partie très largement du Qatar, qui s'appuie sur les frères musulmans, et qui est la contre-offensive qui prend en main l'essentiel des pays sunnites actuellement. Et ce qui se passe en Syrie fait partie du conflit. La Syrie est au cœur de ce clivage. Actuellement, le régime Assad est menacé. Le régime Assad est un pion de l'Iran, mais ceux qui peuvent remplacer le régime Assad, ce seront des frères musulmans. Et le gouvernement des frères musulmans est déjà prêt, clé en main, et il était préparé par l'administration américaine et par le gouvernement Erdogan en Turquie. Et justement, l'un des acteurs dont je n'ai pas parlé, c'est pas très peu pour le moment, c'est Erdogan. Erdogan, comme je l'ai dit, il a reçu un feu vert de Barack Obama dès le printemps 2009, et donc il s'est retourné, il a commencé à se rapprocher de l'Iran, et puis ensuite, Erdogan a besoin de beaucoup d'argent. La Turquie est dans une situation beaucoup plus défavorable financièrement et économiquement qu'on ne le dit. Donc le Qatar a beaucoup d'argent. Donc il y a eu un rapprochement qui s'est fait avec le Qatar et avec l'Arabie Saoudite. Donc maintenant la Turquie est plutôt dans ce camp. Et donc la Turquie appuie un renversement du gouvernement Assad en Syrie. Donc voilà à peu près le clivage tel qu'il se dessine dans la région. Mais quand bien même il y a ce clivage, il ne faut surtout pas en déduire que d'un côté vous avez des amis du monde occidental et d'un autre côté des ennemis du monde occidental. Donc les deux factions sont des ennemis du monde occidental. Donc vous avez un conflit entre deux factions ennemies du monde occidental. Et bon, il y a des gens qui ne s'en aperçoivent pas, apparemment. Dans le contexte européen, il me paraît hélas logique qu'on ne s'en aperçoive pas. Vous voyez bien où l'Europe en est. Et sur ce plan aussi, William disait que j'avais raison, sur ce plan je n'ai pas été le seul à avoir raison, mais quand l'euro a été créé, j'ai dit, et j'ai toujours les articles, bon, si ça tient 10 ans, ça doit bien être le maximum. On va fêter le 10e anniversaire de l'euro en janvier, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'euro ne se porte pas bien. Même certains économistes disent que l'euro ne passera pas l'année. Donc je pense qu'il passera l'année, mais par contre que l'Union européenne a beaucoup de plomb dans l'aile. Donc on fera tout pour sauver l'euro, comme il y a quelques années, on a en France sauvé la sécurité sociale, et comme on est toujours en train de la sauver d'ailleurs, c'est-à-dire que l'on pourra prendre de plus en plus d'argent, les populations pourront être de plus en plus pauvres, dans des situations de plus en plus dramatiques, mais l'euro sera sauvé vraisemblablement. Bon, les populations, c'est autre chose, mais c'est secondaire pour tous ces gens-là. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça sur l'euro? Parce que l'euro était construit sur une zone monétaire non optimale. Ce n'est pas mon objet de ce soir, mais enfin, toujours est-il que la position de l'Europe est très précaire, c'est ça, c'est mon objet ce soir, et cette position précaire fait que l'Europe a besoin de beaucoup d'argent. Cet argent, on ne peut pas le trouver à l'intérieur de l'Europe, et l'Europe est actuellement en train de faire la quête. L'Europe est en position de mendicité. Et à qui l'Europe va demander de l'argent? La liste est facile à établir. Elle en demande au Qatar. Le Qatar a beaucoup d'argent. D'ailleurs, le Qatar investit dans différents domaines, y compris le cinéma. Vous avez un film qatari sur les écrans en ce moment, qui est Hors Noir de Jean-Jacques Hano. Vous avez la vision qatari du monde, la vision des frères musulmans du monde, dans un film qui est actuellement diffusé dans toutes les salles. Et ce film a d'ailleurs été tourné au Qatar. Vous avez de l'argent qui vient du Qatar, vous avez de l'argent qui vient d'autres émirats de la région, vous avez de l'argent qui vient
l'Arabie Saoudite, on demande aussi de l'argent à la Chine, et la Chine est l'allié de l'ensemble des mouvements islamistes, parce que tout ce qui est non démocratique et antidémocratique ne lui est pas étranger. Bon, donc on est dans les mains de ces gens-là, et puis on est aussi dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est de Barack Obama, parce qu'actuellement l'économie américaine va très mal, parce que Barack Obama a administré un remède digne des médecins de Molière, qui font des saignées quand quelqu'un se porte mal, ce qui permet aux malades de mourir guéris. C'est ce qu'on dit. Bon, alors concrètement, les États-Unis, là, ont accordé des facilités en dollars à l'Europe pour une raison très simple, c'est que s'ils n'accordent pas ces facilités, l'Europe va s'effondrer, et si l'Europe s'effondre, ça va être très mauvais pour les affaires d'Obama aux États-Unis, qui ne sont déjà pas brillantes. Bon. Donc, en gros, Obama soutient l'Europe comme la corde soutient le pendu, d'une certaine manière. Et donc, nous sommes dans cette situation. Donc, l'Europe, elle n'a pas du tout voix au chapitre, et l'Europe est un continent où on a un intérêt concret à parler, comme le fait Alain Juppé, enfin, je dirais du côté du Parti Socialiste, c'est pire. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler, d'islamistes modérés. J'adore cette expression, islamistes modérés. Les islamistes modérés sont des djihadistes modérés, comme dans une conférence précédente, j'avais parlé de terroristes modérés qui tuent modérément, et sans doute que les islamistes modérés lapident modérément les femmes, et sans doute que lorsqu'ils vont couper les mains des voleurs, ils les coupent modérément, ou alors ils les coupent peut-être avec une scie électrique parce que ça va plus vite. Je ne sais pas, il y a sans doute quelque chose qui est un signe de leur modération, mais pour le moment, j'ai du mal à voir ces signes. Il faudrait demander à Alain Juppé où il voit de la modération. J'ai vu qu'au sein du gouvernement, il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord, c'est Jeannette Bougrave, et elle s'est fait accuser de haute trahison, apparemment par le cabinet de François Fillon. En haute trahison parce qu'elle dit qu'elle ne voit pas d'islamiste modéré. Bon, elle a des excuses, elle vient du monde musulman, donc tu sais qu'il y a une antiphrase entre islamiste et modéré. Bon. Islam modéré, c'est un peu la rigueur se conforme, mais islamiste modéré, c'est une antiphrase. C'est comme si vous disiez assassin gentil, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, ça peut être, il y a peut-être des assassins gentils, mais en tout cas, je n'ai jamais rencontré, je préfère ne pas en rencontrer, même pas rencontrer d'assassins tout court. Enfin, en France, on conçoit que les assassins peuvent être des victimes de la société, c'est pour ça qu'on leur donne des chances de recommencer. De temps en temps, il bien qu'ils aient l'opportunité de recommencer, sans ça, à quoi ça servirait d'être un assassin. Bon, donc il y a des sociétés qui ont plus de mansuétude vis-à-vis des assassins que d'autres. Bon. Donc concrètement, l'Europe est un petit peu hors circuit, hélas, et je le dis avec consternation, l'Europe est sur la voie de la soumission, parce que l'Europe est financièrement et économiquement dans une situation catastrophique. Et donc quand on est dans une situation de ce genre-là, eh bien on n'a pas les moyens de tenir un discours différent de celui de sa propre condition. À la limite, comme dans la chanson de Jacques Brel, on pourrait dire qu'il ne faut pas jouer les riches, on ne peut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Et nous sommes à peu près dans cette situation. Ceux qui ont les sous, ils sont ailleurs. Ça peut être des chèques comme celui du Qatar. Bon. Et ce sont des chèques qui ne sont pas sans provision, ils ont tout ce qu'il faut sur leur compte en banque. Bon, donc concrètement, si on regarde la matrice de tout cela, et c'est là qu'il faut en venir, on doit revenir aux États-Unis. Alors, quelle est la vision du monde qui débouche sur tout cela? Eh bien, c'est la vision du monde qui imprègne l'administration Obama. Et si on veut la déchiffrer, je l'ai fait lors de mes récentes conférences en Israël, et je le fais ici aussi, il faut relire les articles d'un certain Fareed Zakaria. Fareed Zakaria était le rédacteur en chef de Newsweek. Maintenant, il a une émission sur CNN, et il est l'auteur d'un livre qui s'appelle The Post-American Century. C'est-à-dire que le XXIe siècle est censé devenir un siècle post-américain. C'est-à-dire que la domination américaine, ça suffit. Non seulement Fareed Zakaria a ce discours et considère, ce qui imprègne l'administration Clinton, que beaucoup de problèmes, l'essentiel des problèmes du monde viennent de la surpuissance américaine, et bon, Obama essaie d'y remédier, mais Fareed Zakaria n'a pas arrêté de développer un discours, et il a fait même 3 fois la première page de Newsweek sur ce thème, donc ça montre qu'il insistait, qu'il tenait à ce thème, vivre avec l'islam radical, comprendre l'islam radical, s'entendre avec l'islam radical.
Et donc, comme le disent ces différents titres, qui ont d'ailleurs conduit Newsweek à la faillite, puisque Newsweek a été revendu pas longtemps après pour $1 symbolique à son nouveau propriétaire. Bon, comme l'ont dit ces différents titres, il y a l'idée à la Maison Blanche qu'on peut s'entendre non seulement avec le monde islamique, mais avec l'islam radical. Pour s'entendre avec l'islam radical, il suffit de comprendre ses revendications, il suffit de comprendre ce qu'il demande. Et il suffit, à partir de là, de le laisser vivre selon ses demandes, une fois que celles-ci auront été exaucées. Et à partir de là, on pourra s'entendre. Ça va être une région de stabilité. On ne dit pas de prospérité, on ne va quand même pas jusque-là, mais enfin, ce sera une région stable. On peut s'entendre avec ces gens. Il peut y avoir un bloc islamique au Proche-Orient. Et comme les populations veulent l'islam radical, mais on n'a qu'à leur donner l'islam radical. Et dans cette vision du monde, pendant très longtemps, l'administration Obama a considéré que la puissance hégémonique de la région, ça devait être l'Iran des mollahs. Et donc, c'est pour cela que l'administration Obama s'est dit, bon, l'Iran des mollahs avance vers la bombe atomique, elle aura la bombe atomique, l'Iran aura la bombe atomique, mais ce n'est pas grave. On peut les comprendre. Ils se sentent entourés de pays qui sont un peu hostiles, qui ne sont pas gentils avec eux. Donc on peut comprendre, et puis c'est une grande puissance quand même, et puis si on leur reconnaît leur rôle, eh bien tout ira bien. Mais bon, pour ce qui concerne les discours antisémites tenus par Ahmadinejad, ou les discours anti-israéliens, le discours que l'on trouve aux États-Unis dans ces milieux, dans les milieux qui gravitent autour de l'administration Obama, est un discours que d'ailleurs je retrouve chez certains dans le contexte français parfois, c'est « ne vous inquiétez pas, c'est un discours à usage interne, c'est juste destiné à calmer les foules, mais il n'y a pas de conséquences ». Bon, il y a des gens qui parlaient comme ça d'Adolf Hitler dans les années 30 et on sait ce qui a suivi. Bon, donc pour moi c'est un discours anesthésique. Et l'anesthésie n'empêche pas ce qui peut suivre l'anesthésie. Bon, donc concrètement, l'administration Obama a conçu ça et a laissé l'Iran tranquillement avancer vers l'arme atomique. Alors comme l'Arabie Saoudite s'est inquiétée, et surtout après la chute de Moubarak, eh bien on a dit on va mettre en place un endiguement, on va vous laisser mettre en place un endiguement, on va créer un équilibre des forces. Et donc maintenant l'administration Obama se rapproche du monde sunnite tout en continuant à laisser l'Iran avancer dans la direction vers laquelle il veut avancer et considère qu'un équilibre entre un Iran des mollahs et d'Ahmadinejad et un monde de sunnites aux mains des frères musulmans, c'est un bon équilibre pour la région. Et c'est donc ce qui est en train de se préparer et ce qui se conçoit à Washington. C'est la politique de l'administration Obama. Dans la politique de l'administration Obama, on parle de sanctions vis-à-vis du régime iranien, mais on est contre des sanctions qui seraient susceptibles d'être efficaces. Et sur ce plan, au sein du Congrès, chez les démocrates, comme chez les républicains, parce que vous êtes des démocrates plus modérés que Barack Obama. Ces derniers temps, on a dit, si on veut des sanctions qui ont une efficacité, il faut se donner les moyens de frapper la Banque centrale de Téhéran. Parce que c'est par l'intermédiaire de la Banque centrale iranienne à Téhéran et par ses succursales à l'étranger que l'on peut serrer la vis à l'Iran et empêcher ces transactions financières. Qu'a fait l'administration Obama il y a 2 jours? C'est récent. L'administration Obama a transmis des directives aux démocrates du Congrès pour dire vous voulez voter des sanctions, vous voulez voter des sanctions qui auront l'adhésion des républicains ou des démocrates, très bien. Mais il y a une institution à laquelle il ne faut surtout pas toucher, c'est la Banque centrale iranienne. Bon, si des gens sont trop stupides pour comprendre le message, c'est dommage pour eux, mais le message me paraît être assez limpide. L'administration Obama a dit d'accord pour des sanctions, à condition que ces sanctions fassent pas mal au régime, à condition que ce soit une apparence. L'apparence d'accord, mais des sanctions véritables, là, pas d'accord. Et donc le message est très clair. Pour ce qui concerne le monde sunnite, le message est très clair aussi, d'une manière récurrente, dans des déclarations de quasiment tous les membres de l'administration Obama, il est dit régulièrement que les frères musulmans sont des interlocuteurs valables, ce sont des partenaires de la démocratie. Quand on lit les textes des frères musulmans, on a du mal à parler de démocratie, mais enfin si, au sein de l'administration Obama, on pense que ce sont des démocrates. Et d'ailleurs, vis-à-vis de l'Égypte, ce qui est inquiétant,
c'est effectivement les salafistes, les extrémistes, mais pas du tout les frères musulmans. Eux, c'est l'aile modérée, les islamistes modérés, comme on dit dans le contexte européen. Et puis, alors ça date d'hier, le département d'État américain, que dirige Hillary Clinton, a dit qu'ils avaient quand même une inquiétude par rapport à la situation en Égypte. Alors, quelle est cette inquiétude ? Je vous le donne en mille, c'est que les militaires continuent à garder trop longtemps le pouvoir. Donc ils empêchent les gens qui sont issus des élections démocratiques d'exercer pleinement le pouvoir. Donc voilà le type d'inquiétude que l'on a actuellement au département d'État américain. Enfin, on a d'autres inquiétudes aussi, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet. Je mettrai la photo sur un prochain article de Dreuze, parce qu'il faut le voir pour le croire. La principale préoccupation du département d'État, c'est même pas là qu'elle se situe, c'est les dangers qui pèsent sur les droits des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels à l'échelle de la planète aujourd'hui. C'est ça le danger primordial que voit le département d'État. Et Hillary Clinton a tenu hier soir une conférence de presse sur ce sujet avec une superbe banderole en dessous, des droits égaux pour tout le monde. Et donc ce mouvement qui s'appelle donc gay, lesbien, bisexuel, transsexuel, il y a tout ça à la fois. C'est un mouvement primordial pour l'administration Obama. Bon, mais c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, je dirais, je vois mal comment ils peuvent penser s'entendre avec les frères musulmans et en même temps défendre la cause des gays, bisexuels, transsexuels, lesbiennes, on passe des méga. Bon, enfin c'est leur problème, c'est pas le mien, enfin c'est un peu le mien parce que les problèmes qu'ils causent sont des problèmes à l'échelle de la planète. Bon, donc concrètement, l'administration Obama est sur cette ligne et donc considère qu'on peut s'entendre avec le monde musulman. L'administration Obama considère, d'ailleurs, elle prend les devants, que l'Europe va devenir de plus en plus musulmane. Et si je dis qu'elle prend les devants, c'est qu'on invite aux États-Unis régulièrement des représentants des communautés musulmanes de l'ensemble des banlieues des différents pays européens. Parce qu'ils sont considérés comme représentant l'avenir. On peut dégager une classe politique musulmane européenne, et comme ça, tout ira aussi très bien pour l'avenir. Donc j'ai vu récemment des photos comme ça de leaders musulmans assez radicaux venant d'Europe dans les couloirs de la Maison Blanche. Bon, ils ne s'attendaient sans doute pas à être invités comme ça, mais enfin, ils le sont. Voilà, donc concrètement, l'administration Obama est sur cette ligne d'une manière claire et nette, et elle insiste sur cette ligne. La semaine prochaine, à Washington, vous avez une réunion au sommet entre le département d'État américain de Hillary Clinton et les dirigeants de l'organisation de la conférence islamique pour coordonner des politiques à l'échelle planétaire. Alors, vous n'en avez pas entendu parler, ça ne sera pas dans la presse française, mais c'est une réalité. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe dans cette réunion qui promet d'être passionnante. Elle a lieu la semaine prochaine. Dans tout ce que je viens de décrire, il y a un pays dont je n'ai pas parlé, c'est celui dont je suis revenu il y a une dizaine de jours, c'est Israël. Bien évidemment, tout cela crée un isolement d'Israël. Israël n'a jamais été aussi isolé qu'aujourd'hui au Proche-Orient, c'est une réalité. Et cette réalité est le fruit de la politique menée par l'administration Obama aujourd'hui. Et l'administration Obama procède à cet isolement pour exacerber les pressions sur le gouvernement israélien. L'un des objectifs de l'administration Obama depuis qu'elle est en place, c'est de faire tomber le gouvernement Netanyahou. Elle n'y est pas arrivée, Netanyahou a réussi à jouer aux échecs avec Barack Obama, mais c'est son objectif affiché. Et vous avez eu une multitude de tentatives, accuser Netanyahou de tous les péchés du monde, ou quasiment. Quand il y avait des morts en Afghanistan, c'était de la faute de Netanyahou. Quand il y a eu l'affaire du Mavi Marmara, c'était de la faute de Netanyahou, etc. Bon, j'en passe des meilleurs, il y avait une multitude. Quand il y a eu la reprise de construction dans Jérusalem-Est, il y avait Joe Biden qui était à Jérusalem, il s'est levé, il est parti, il n'a plus vouloir personne, etc. C'est un esclandre volontaire. Quand Netanyahou est allé à la Maison-Blanche, là c'était censé le décrédibiliser, on l'a fait rentrer par la porte par laquelle on sortait les poubelles, on l'a fait attendre un jour dans l'antichambre, et Barack Obama lui a dit carrément, ça s'est sorti dans la presse américaine, c'est pas sorti dans la presse française apparemment,
Barack Obama m'a dit, vous voulez pas vous ranger sur mes positions? Bon, bien, je vais dîner en famille et je vous laisse réfléchir. Et il est parti 2 heures dîner en famille dans ses appartements et il a laissé Benjamin Netanyahou dans le couloir où il attendait. Bon, je dirais qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire américaine où un chef d'État ou un chef de gouvernement reçu à la Maison-Blanche a été traité de cette façon. Donc quand après, Barack Obama veut dire « je suis un ami d'Israël » ou un ami de Benjamin Netanyahou, c'est difficile à croire. Quand vous avez vu le mouvement des tentes en Israël l'été dernier, il y avait des revendications légitimes derrière ce mouvement. Il y a effectivement des difficultés économiques en Israël, ça ne fait strictement aucun doute. Mais ce mouvement a été monté par les gens qui ont monté aussi maintenant aux États-Unis le mouvement Occupy Wall Street avec tous ses succédanés. Et celui qui a monté ce mouvement en Israël est quelqu'un dont je vous donne le nom, qui s'appelle Stanley Greenberg. Et Stanley Greenberg travaille pour une multitude d'associations qui sont liées à George Soros, qui est aussi le financier d'un lobby qui a été constitué pour torpiller l'AIPAC, qui est J Street, donc il y a une succursale en France, en Europe, qui s'appelle G-Corp. Et vous regardez les positions de J Street, qui finance G-Corp en Europe, ce sont des positions qui sont quasiment celles du monde arabe et du monde musulman. Et donc, c'est pas un hasard d'ailleurs, parce que c'est le seul, entre guillemets, lobby pro-israélien à être financé par des financiers arabes. C'est une particularité. Il y a un seul financier qui n'est pas arabe et qui est juif, hélas, c'est George Soros. Bon. Mais le reste, c'est essentiellement des financiers arabes. Donc c'est intéressant à observer de près. Bon. Et J Street n'est pas mort, on n'en parle pas beaucoup, mais le prochain congrès de J Street a lieu à Washington du 23 au 25 mars 2012, de l'année prochaine. Et attendez-vous à ce qu'on en parle beaucoup et à ce qu'on présente ça comme le mouvement progressiste, le mouvement ouvert de ceux qui soutiennent Israël aux États-Unis. Bon. Donc il y a une volonté très claire de déstabiliser Israël. Et le projet, je l'ai déjà dit dans ma précédente conférence ici, le projet de l'administration Obama, c'est la mise en place du plan de paix saoudien, qui est retour aux frontières de 67. Et d'ailleurs, Barack Obama reste sur le discours du retour aux frontières de 1967. Il a tenu ce discours à la fin du mois de mai, début juin, je n'ai plus la date exacte, je sais que j'étais en Israël encore à ce moment-là, de cette année. Et dans le discours, j'en parlais avec William avant d'intervenir, dans le discours que Barack Obama a tenu au mois de septembre à l'ONU, à Washington, il a laissé planer un projet de veto américain au projet d'État palestinien proposé par Mahmoud Abbas, mais il a maintenu ses déclarations de mai-juin. C'est-à-dire que sa position, c'est le retour aux frontières de 1967. C'est-à-dire aux frontières que Abba Eban appelait les frontières d'Auschwitz. Bon, c'est la politique de l'administration Obama en attendant mieux. Je dirais qu'au sein de l'administration Obama, on sait que ces frontières sont des frontières indéfendables. Mais on pense que c'est un cheminement vers ce qui pourrait mener à la destruction d'Israël. On considère au sein de l'administration Obama que l'existence d'Israël est un problème et que tant qu'il y aura Israël au Proche-Orient, et qu'on ne pourra pas s'entendre avec le monde islamique. Et effectivement, avec des gens comme les frères musulmans, il sera difficile de s'entendre et de rendre cela compatible avec l'existence d'Israël. Et sur ce plan, les choses sont dites d'une manière tout à fait claire par des gens comme Leon Panetta. Leon Panetta est maintenant le ministre de la Défense américain, mais avant de devenir ministre de la Défense américain, Leon Panetta était à la tête de la CIA. Et lorsqu'il était à la tête de la CIA, il a fait un rapport qui date de juin 2009, à cette époque-là, c'était déjà quelques mois qu'il était à la tête de la CIA, dans lequel il dit Israël doit tout faire pour accéder à nos conditions. Si Israël n'accède pas à nos conditions, on peut penser que d'ici 20 ans, l'existence d'Israël sera extrêmement compromise. C'est dit en toutes lettres dans ce rapport soumis à la signature de Leon Panetta. Et sur ce plan, Leon Panetta est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, puisqu'il y a 4 ou 5 jours, quelque chose comme ça, Leon Panetta était invité à la Brookings Institution à Washington, dans le cadre
je le souligne, parce que ça vaut quand même d'être souligné, dans le cadre du Saban Center. Le Saban Center porte le nom de Haim Saban, un milliardaire israélien qui finance ce centre. Et donc dans le cadre du Saban Center, Leon Panetta a dit: il y a de merveilleux espoirs qui se dessinent au Proche-Orient, et il a fait l'énumération. Effectivement, il y a beaucoup de choses positives qui se passent. C'est la démocratie, et il a même employé une expression qui n'a pas été employée auparavant par l'administration Obama. Il a parlé de Arab Awakening, réveil arabe. Et c'est une expression qui est utilisée par les islamistes. L'idée de réveil. Et donc il l'a reprise à son compte, elle figure textuellement dans son discours. Et donc il pense que c'est quelque chose de très positif, de très fécond, qui est en train de se passer. Alors il dit, bon, certes, l'Iran continue à avancer vers la bombe, sur ceci, cela, mais tout cela, et ça revient de manière récurrente dans son discours, cela vient du fait qu'Israël ne fait pas de concessions, ne fait pas assez de concessions. Si Israël faisait les concessions requises, l'Iran cesserait de construire la bombe. Si Israël faisait les concessions requises, Mahmoud Abbas serait très content. Si Israël faisait les concessions requises, le Hezbollah se transformerait en un club de hippies, sans aucun doute, bon, etc. C'est à peu près ça la teneur sous-jacente du discours. Donc concrètement, tout est de la faute d'Israël. Et quand, dans la session de questions après sa conférence, on lui a demandé quelle est la solution qui permettrait de débloquer toute la situation du Proche-Orient, il a dit qu'Israël revienne à cette satanée damn table of negotiation. Bon, il l'a dit en tapant sur la table. Bon, donc vraiment, si Israël s'assoit en face de personne, parce qu'il n'y a personne pour s'asseoir en face, tout va être réglé d'un seul coup. Et bon, comme les gens ne vont pas venir à la table, qu'est-ce qu'il faut qu'Israël fasse? Eh bien, Israël n'a qu'à dire, on revient aux frontières de 67. Ça ne vous suffit pas? Eh bien, on accepte le retour de tous les réfugiés. Ça ne vous suffit pas? Eh bien, on part ailleurs, on vous laisse tout le pays, et vous appelez le pays Palestine. Voilà, c'est à peu près ça le programme, sans aucun doute, tel qu'on peut le concevoir, tel qu'on peut le voir dans les déclarations de Leon Panetta. Bon, vous avez aussi les déclarations que Hillary Clinton a fait 2 jours auparavant. Et 2 jours auparavant, Hillary Clinton a parlé d'Israël comme d'un État d'apartheid. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a employé le mot apartheid? Le fait que certains intégristes religieux voulaient une séparation entre les hommes et les femmes dans des bus ou quelque chose comme ça. Bon, ça a suffi pour qu'elle classe tout Israël dans la catégorie d'État qui pratique l'apartheid. Ce n'est pas un mot innocent qui est employé comme ça au hasard par Hillary Clinton. Dans cette même déclaration, Hillary Clinton a dit qu'Israël était dans une dérive qui menait le pays loin de la démocratie. C'est les mots qu'elle a employés. Et quelle est cette dérive dont elle parle? Eh bien, c'est la mise en place de lois qui, si elles sont votées, seront exactement semblables à celles qui existent aujourd'hui aux États-Unis, qui, sans doute, selon Hillary Clinton, n'est pas un pays démocratique. De quelle loi? Elle parle, d'une part, du fait que certains députés à la Knesset veulent mettre sous surveillance financière des organisations qui, à mes yeux, sont des organisations qui portent atteinte à la sécurité intérieure de l'État d'Israël, des organisations comme Tselem, par exemple. Bon. Si des organisations existaient aux États-Unis qui remettent en cause le droit d'exister des États-Unis, ces organisations seraient immédiatement considérées comme des organisations qui portent atteinte à la sécurité de l'État. Quand Israël veut le faire, là, Israël se conduit d'une manière scandaleuse. Voilà le genre de choses que Hillary Clinton est en train d'incriminer aujourd'hui, et sans doute qu'elle va en parler la semaine prochaine avec ses amis de l'organisation de la conférence islamique. Et puis, vous avez eu aussi, vous avez dû en entendre parler, mais qu'on n'en ait pas parlé dans les journaux français, l'ambassadeur des États-Unis en Belgique qui, dans une conférence à Bruxelles, a dit qu'il y avait 2 catégories d'antisémitisme, l'antisémitisme à l'ancienne, de l'extrême droite, qui est problématique, et puis un autre antisémitisme qui doit être expliqué. C'est l'antisémitisme des populations maghrébines et musulmanes qui sont installées en Europe. Et cet antisémitisme, il n'existerait pas si Israël ne se conduisait pas d'une manière aussi abominable. Donc cet antisémitisme est de la faute d'Israël. Et donc, ces braves jeunes gens qui ont des discours antisémites en Belgique ou ailleurs en Europe ne seraient pas du tout antisémites si Israël ne les provoquait pas.
Si on regarde le discours de ces braves jeunes gens, entre guillemets, leur souhait c'est qu'Israël cesse d'exister. Donc si Israël cessait d'exister, effectivement, il n'y aurait plus de problème. Et donc récemment, et bon, je vais faire un article sur ce sujet, récemment, dans un fundraising qu'il a organisé à New York, Barack Obama disait il n'y a pas de président qui a été plus pour régler tous les problèmes d'Israël que moi. Et il a réussi à se faire applaudir et à recueillir des fonds avec ce type de discours. Alors je dirais qu'effectivement, Barack Obama doit régler tous les problèmes d'Israël. Plus d'Israël, plus de problèmes. C'est à peu près la façon dont il conçoit les choses. Donc par rapport à cette situation, je ne peux pas terminer en vous laissant sur un ton pessimiste. Je dirais que concrètement, Israël a des atouts et Israël devrait faire valoir ses atouts d'une manière plus nette que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Ainsi, par exemple, je dirais que les technologies israéliennes ont une importance cruciale pour Internet et pour l'ensemble du secteur de la micro-informatique. Je dirais que sans les technologies israéliennes, l'essentiel du secteur de la micro-informatique dans le monde occidental serait complètement dysfonctionnel. Donc c'est quelque chose qui devrait être dit, qui devrait être rappelé par Israël d'une manière de plus en plus nette. Israël est sur ce plan en position de force et Israël devrait le dire d'une manière plus nette que cela n'est le cas aujourd'hui. Parce que pour le moment, ce n'est pas dit. D'autre part, et c'est pour cela aussi que j'ai publié mon dernier livre que j'ai co-signé avec mon ami David Horowitz, je pense qu'Israël s'est placé, en particulier depuis les accords d'Oslo, dans une position perdante. Pourquoi dans une position perdante? Parce qu'à partir du moment où vous vous situez sur le terrain de l'adversaire, vous dites à l'adversaire qu'il a un peu raison. Mais si vous dites à l'adversaire qu'il a un peu raison, si vous acceptez de lui céder un petit peu de ces falsifications de l'histoire, par exemple, eh bien, il n'a pas de raison de continuer, de ne pas continuer, il n'a pas de raison de ne pas continuer à aller dans cette direction. Et c'est ce qui se passe. À partir du moment où le gouvernement israélien dit il y a effectivement des territoires occupés, et ces territoires, ce sont des territoires qu'on peut appeler territoires palestiniens, Israël se met en tort. Parce que ça veut dire que ces territoires sont des territoires occupés et que, bon, et effectivement, il faudra sans doute les donner à des gens qu'on appelle les Palestiniens. À partir du moment où vous dites il y a un peuple palestinien, et à partir du moment où vous dites ce peuple palestinien des représentants, qui sont les gens de l'autorité palestinienne, eh bien, vous dites que l'autorité palestinienne a une légitimité et que vous avez un peuple opprimé, que, dans la limite, vous opprimez un peu un peuple. Alors vous l'opprimiez un peu ou beaucoup, vous êtes toujours dans une situation où vous êtes défini comme l'oppresseur. Et c'est une réalité. À partir du moment même, en France on emploie le mot colonie, mais à partir du moment où vous employez même le mot settlements, à partir du moment où vous employez le mot implantation, pour ce qui n'est rien de plus que des villages juifs en Judée-Samarie, vous vous placez sur le terrain de l'adversaire. Et quand j'en parle, et j'y étais récemment, j'y étais il y a une dizaine de jours, quand je suis en Judée-Samarie, dans des endroits comme Ofra, ou dans d'autres endroits, dans des villages juifs en Judée-Samarie. Point final. Et à qui cela pose un problème? Effectivement, aux dirigeants de l'autorité palestinienne qui voudraient rendre toute cette région Judenrein. Comme disait leur maître à penser à l'époque où le Moufti de Jérusalem avait des fréquentations à Berlin. Donc concrètement, ce qui devrait être dit à mes yeux par le gouvernement israélien, comment vous pouvez admettre d'avoir pour partenaire, ou de prétendre avoir pour partenaire des gens qui veulent pratiquer l'épuration ethnique? Vous êtes contre l'épuration ethnique partout ailleurs dans le monde, mais vous êtes pour l'épuration ethnique en Judée-Samarie en soutenant des gens qui sont partisans de l'épuration ethnique. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est absolument inadmissible. Est-ce que c'est parce qu'il y a des juifs en Judée-Samarie que vous êtes pour l'épuration ethnique? Est-ce que c'est parce que vous gardez des réminiscences de l'époque de la solution finale? Je pense que ce genre de discours devrait être tenu parce que, de facto, les gouvernements occidentaux soutiennent l'épuration ethnique en Judée-Samarie. Et puis, ce qui devrait être dit aussi à mes yeux par le gouvernement israélien, c'est comment les gouvernements occidentaux peuvent-ils financer les médias palestiniens? Comment est-ce qu'ils peuvent financer les livres de classe palestiniens, sachant que les médias et les livres de classe palestiniens sont porteurs d'incitation à la haine? Comment ils peuvent accepter des livres scolaires dans lesquels le nom d'Israël n'est pas mentionné?
Qu'est-ce que c'est que cela? Ils prétendent après que ce sont des partenaires pour la paix. La paix, c'est quelque chose qui se transmet par l'éducation, c'est quelque chose qui se transmet aux enfants. Si on apprend aux enfants à devenir des terroristes, ils ne deviendront pas autre chose que des terroristes. Si on leur apprend à devenir autre chose que des terroristes, ils peuvent devenir autre chose que des terroristes. Or, pour le moment, de l'argent européen, de l'argent de vos impôts, et des miens aussi, sert à financer tout cela. C'est un scandale qui devrait être dénoncé d'une manière claire, nette et précise, et ça devrait être le rôle du gouvernement israélien de dénoncer ce scandale. Il y a vraiment un double discours absolument inadmissible. Il y a d'un côté des gens qui disent « Ah, vous pouvez vous entendre, vous pouvez avoir des accords de paix », et puis d'un autre côté, ces mêmes gens financent des organismes qui développent des théories djihadistes, des théories antisémites, des théories qui sont des théories porteuses de guerre et de terrorisme. Qu'est-ce que c'est que ce double discours? Et je dirais que si, à mes yeux, Israël développait ce discours d'une manière plus nette, Israël serait dans une position moralement beaucoup plus forte sur la surface de la planète. Et donc, je pense, et je fais tout mon possible pour que ça survienne, pour qu'Israël change de position. Israël est un pays qui, à moyen terme, est un pays qui a toutes les raisons d'être fécond, d'être fort et d'être développé. Je dirais que dans la région où Israël est entouré d'ennemis, mais ces ennemis sont en pleine décrépitude économique actuellement. L'Égypte est en plein effondrement. J'en ai parlé lorsque je parlais des joies des vacances dans des camps à l'époque, dans des camps de vacances comme le Club Méditerranée à l'époque de l'islamisme. Bon. Israël a non seulement un savoir-faire technologique et un savoir-faire militaire extrêmement important, mais Israël est un pays qui a des finances saines. Si les pays européens avaient des finances aussi saines qu'Israël, je pense que beaucoup de pays européens seraient très contents. L'Europe est en plein effondrement, Israël a toujours de la croissance, Israël a un chômage extrêmement bas, on est quasiment à des taux de plein emploi, puisqu'on est à peu près à 5% actuellement, et Israël a une natalité, c'est un point qu'on ne soulignait pas, forte. Israël a 2,8 enfants par femme. Si vous faites la comparaison avec l'Allemagne, l'Italie, on est à 1,4 à peu près. Donc d'un côté, vous avez un pays où la population croît, et d'un autre côté, un pays où la population est en train de diminuer et de se transformer. Donc concrètement, Israël a beaucoup d'éléments qui font la force d'Israël. Ce qui manque à Israël, c'est d'affirmer ses valeurs, ses vertus, ses capacités de dynamisme, ce qu'Israël est technologiquement, en quoi Israël est indispensable au futur du monde, en quoi Israël constitue le sel de la terre, et en quoi Israël est un pôle de stabilité dans cette région qui est en plein effondrement actuellement. Et Israël peut se présenter comme un pays qui est en mesure même de sauver le développement de certaines autres régions du monde, et Israël peut poser ses conditions, comme je le disais en parlant des technologies. Comme je le dis d'ailleurs aux gens qui parlent de boycott d'Israël, on dit d'accord, mais jetez votre téléphone portable, jetez votre ordinateur, revenez à l'âge de pierre sur le bout de blanc, et là, vous pourrez vraiment boycotter Israël. Je ne parle pas des médicaments, des biotechnologies, tout cela, ce sont des aspects qu'Israël devrait mettre en avant et ne met pas en avant. Et pour cela, je dirais qu'il faudrait qu'Israël dise aussi clairement, il y a un nombre croissant de députés qui le font, les accords d'Oslo, c'est fini. Et c'est fini, non pas de notre fait, mais parce qu'en face, vous avez des gens qui vont essayer de déclarer un pseudo-État à l'UNESCO, qui font je ne sais quelle manœuvre à l'ONU. Tout ça, c'est pas ce qui était prévu par les accords d'Oslo. Donc on est sorti des accords d'Oslo. On n'est plus dans ce cadre. Et je dirais que c'est, non seulement c'est possible, mais ça devrait être fait. Et je dirais que ça devrait d'autant plus être fait que, et je terminerai là-dessus, il y aura peut-être des questions sur les élections américaines, que nous sommes dans un contexte où, aux États-Unis, alors ça pénètre pas trop la presse française, on a encore la gueule de bois après l'ivresse, les folles nuits d'ivresse passées à idolâtrer Obama, mais Obama est en très mauvaise posture actuellement aux États-Unis. Si vous regardez les sondages, Barack Obama est, depuis qu'il y a des sondages aux États-Unis, le président qui a la cote de popularité la plus basse et le taux d'approbation le plus bas. Je dirais que même Richard Nixon, à l'époque du Watergate, n'était pas aussi bas. C'est pour dire. Enfin, il faut dire qu'il y a des petits Watergate actuellement aux États-Unis, dont on ne parle pas non plus dans la presse française, une affaire
qui s'appelle Fast and Furious, qui implique la vente d'armes à des cartels de drogue mexicains, quelque chose d'assez bizarre. Une affaire qui s'appelle Solyndra, qui montre qu'on a financé une entreprise censée fabriquer des panneaux solaires, qui n'a pas fabriqué de panneaux solaires, mais qui a empoché l'argent par milliards entiers. Enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a une multitude de dossiers qui sont actuellement un petit peu partout aux États-Unis, mais qui ne passent pas tellement la frontière française apparemment. Et puis, vous avez un effet secondaire assez intéressant à observer de l'administration Obama, c'est qu'au sein de la population américaine, vous n'avez jamais vu un soutien aussi fort et aussi net et aussi clair vis-à-vis d'Israël. Je dirais que vous avez à la Maison-Blanche le président le plus anti-israélien qu'il y ait eu, sans doute dans l'histoire, depuis qu'Israël rené, depuis la refondation d'Israël. Mais du coup, vous avez un mouvement dans l'Amérique profonde de soutien à Israël. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'est en train de faire Barack Obama? Et sur ce plan, si vous regardez le discours tenu par ceux qui peuvent succéder à Barack Obama, et l'un d'eux va sans doute lui succéder, vous avez deux dirigeants principaux, actuellement c'est Mitt Romney et Newt Gingrich. Bon, l'un comme l'autre ont un discours clair, net et sans ambiguïté de soutien à Israël et de dénonciation de la politique de Barack Obama. L'un et l'autre, un discours clair, net et sans ambiguïté vis-à-vis des frères musulmans, vis-à-vis de l'islam radical, vis-à-vis de l'Iran. Et ce discours-là, je dirais, hélas, n'est pas soutenu tellement par la population juive ou par les organisations juives aux États-Unis, mais il est soutenu par des organisations qui sont beaucoup plus fortes que les organisations juives, les organisations évangéliques en particulier. Et donc le courant évangélique, des mouvements comme Christians United for Israel, de John Hagee, qui est basé à San Antonio, sont des mouvements de soutien profond et intense à Israël et sans la moindre ambiguïté. Je dis sans la moindre ambiguïté parce que les gens de la gauche américaine et même des organisations juives disent ce sont des gens qui veulent en fait convertir les juifs. Pas du tout. Si vous connaissez les gens de Christians United for Israel, et je les connais, vous savez que ce sont des gens qui comprennent ce qu'est Israël et qui ont un profond respect pour Israël et pour le peuple juif. Et d'ailleurs, il y a quelques jours à Paris, j'ai reçu un ami rabbin qui est en Floride et qui travaille avec Christians United for Israel et qui fait une enquête sur la remontée de l'antisémitisme en Europe. Et je dois dire que bon, maintenant il est en Belgique, je crois qu'il va partir à Prague, mais bon, il a rencontré pas mal de gens comme ça, et il est reparti de France avec les cheveux qui se dressaient sur sa tête littéralement. Et c'est quelqu'un qui travaille avec Christians United for Israel. Et donc, il est rabbin, il a travaillé avec des refusniks. À l'époque, il y avait des refusniks en Union soviétique, à l'époque, il y avait l'Union soviétique, et maintenant, il travaille dans cette direction, et il soutient clairement et nettement Israël, comme les gens de ce mouvement. Donc, je dirais que ce qui va se produire, et je pense que ce sera encore plus net si c'est Newt Gingrich qui se trouve élu, qui se trouve propulsé vers la présidence, vous aurez un retournement très profond de la politique américaine et une fermeture très nette de la politique menée par l'administration Obama. Et donc par rapport à cela, je pense que les perspectives pour Israël, aussi dans son alliance avec les États-Unis, sont des perspectives très prometteuse actuellement, et je le constate et je fais mon possible pour y contribuer en faisant des conférences pour les Tea Parties aussi aux États-Unis. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots ce soir. Je vais m'arrêter là pour laisser la place à vos questions, parce que je pense qu'il y a...